Je vais laisser la parole à Marie Serre, responsable de la communication de l'Agropole. Voilà, bonjour, je vais vous laisser bonjour. Je vais vous laisser une petite heure pour nous parler de cette thématique. Comment répondre efficacement aux enjeux posés par le recrutement en agroalimentaire? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci au CEFIA de nous donner l'occasion de partager avec vous. Entre nous et avec vous sur le sujet du recrutement. Ce temps de partage, on va le faire en deux fois. Un premier partage ici pour expliquer un petit peu ce qui se fait, ce que l'on a pu organiser au niveau du recrutement sur l'Agropole, et avec vous, nous l'espérons, dans un deuxième temps pour partager, puisque le collectif et l'échange est la base même de ce qu'on essaye de mettre en valeur cet après-midi. Donc, d'abord, rapidement, un petit tour des personnes qui sont ici. À mes côtés, Vincent Chérel, directeur général de l'IFRIA Nouvelle-Aquitaine, organisme de formation. Ensuite, Sylvain Pinault, le directeur général d'Agropole, Technopole agroalimentaire implanté à Agen. À ses côtés, Anastasia Boucheron, qui est la directrice des affaires sociales de l'ANIA, l'interprofession. Et enfin, à sa gauche, Fabrice Taillefer, le directeur général de Cité Gourmande. Cité Gourmande, filiale du groupe Le Duf, et un chiffre d'affaires d'un peu plus de 46,5 millions l'année dernière et 156 salariés, voilà, implantés sur l'Agropole. Donc, parler de recrutement, nous, le maître mot aujourd'hui, c'est de rester positif, d'être très positif et de relayer les actions que nous avons pu mener sur l'Agropole. Pour peut-être quelques éléments de contexte, Anastasia, sur le recrutement et l'emploi agroalimentaire au niveau national. Oui, alors bonjour à tous. Donc, je suis directrice des affaires sociales à l'Association nationale des industries alimentaires, qui est composée de 32 syndicats métiers et 15 associations régionales, et qui a pour mission de défendre les intérêts des industries agroalimentaires auprès des pouvoirs publics. Alors, quelques éléments de contexte. Je pense qu'il est important de rappeler que la filière alimentaire est considérée comme l'une des 10 filières stratégiques pour la France. Ce sont 17 000 entreprises réparties sur tout le territoire qui sont composées à peu près de 98% de TPE-PME. Et ce n'est pas... il faut absolument le préciser, parce que sur les 20 dernières années, vous avez 80% des emplois qui ont été créés par des TPE-PME. Le secteur alimentaire, c'est également le premier employeur du secteur industriel français. C'est près de 500 000 salariés pour un chiffre d'affaires de près de 180 milliards d'euros. Et puis, c'est un secteur fortement dynamique sur le front de l'emploi, puisque depuis 2015, on est passé de 27 000 à 47 000 recrutements par an. Enfin, quelques éléments de contexte, plus focus sur 2020 par rapport à la crise sanitaire, exactement, qui est une année très particulière. Il est important de souligner que le secteur agroalimentaire a été l'un des seuls à continuer à créer de l'emploi, puisqu'on enregistre 602 créations d'emplois directs quand l'industrie en général, en détruit plus de 33 000. Et en 2019, c'était 700 000 emplois directs. Donc là, on peut mesurer tout le potentiel de développement du secteur qui est là. Et enfin, un petit mot sur l'apprentissage, puisque le secteur agroalimentaire, aujourd'hui, en 2020, se positionne comme étant le 3e secteur qui a recruté le plus d'apprentis en France. Sylvain, est-ce que tu partages ce constat au niveau de l'Agropole ? Oui. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Sylvain Pinault, directeur de l'Agropole, Technopole européenne, qui représente aujourd'hui une petite centaine d'entreprises et environ 2600 salariés. Ce que dit Anastasia, on le retrouve évidemment sur pas mal de territoires et sur le territoire agenais, puisqu'en 2020, malgré la crise, malgré le contexte, une quarantaine d'emplois ont été créés sur le territoire agenais. Et ça illustre tout à fait les chiffres que tu as cités, Anastasia, au niveau plus national. Donc oui, effectivement, encore de la création d'emplois dans l'agroalimentaire. Fabrice, entreprise implantée sur l'Agropole, est-ce que tu partages ce constat ? Alors, bonjour, Fabrice Taillefer, directeur général de la société Cité Gourmande, filiale du groupe Le Duf,
entreprise spécialisée dans la transformation de pommes de terre et de légumes cuisinés à marque propre, Pommes Bistro et Yumi, et en MDD. Alors oui, l'agroalimentaire est un réseau très dynamique. Pour parler de mon expérience propre, mon entreprise a vu son personnel croître de 60 postes en à peine 5 ans, alimenté effectivement par le besoin de nouveaux produits et de produits différents. Et c'est le pouvoir des PME d'apporter à la fois des nouveautés, mais aussi de créer de l'emploi. Vincent, en tant que centre de formation, est-ce que tu partages aussi ce constat ? Bonjour, donc Vincent Chérel, directeur de l'IFRIA Nouvelle-Aquitaine. Donc, on forme, nous, des apprentis, des salariés, des demandeurs d'emploi à l'échelle de notre territoire. En effet, on constate cette dynamique. L'année dernière, malgré le contexte Covid, on a fait plus de 20% de recrutement d'apprentis. Et si je prends notre structure, en 5 ans, on a doublé les effectifs d'apprentis. Donc il y a une dynamique de la part des industriels dans le recrutement, la formation, l'intégration de nouveaux collaborateurs par cette voie qui est une voie un peu spécifique, qui est l'apprentissage. Merci Vincent. Donc là, on vient de présenter un petit peu le contexte. Maintenant, on ne se le cache pas, le recrutement n'est pas forcément tout le temps très facile dans l'agroalimentaire, mais justement, nous, ce qu'on va essayer de vous présenter, ce sont toutes les actions qui ont été mises en place, qui n'ont rien de révolutionnaire, mais qui sont intéressantes à partager pour voir qu'on peut créer une dynamique de recrutement dans l'agro. Quelles actions concrètement ont été mises en place au niveau de l'agropole ? Alors, plusieurs actions. Si on est là, c'est surtout pour témoigner et vous apporter un maximum d'éclairage sur ce qui est possible de faire, parce que finalement, rien n'est impossible, encore faut-il se donner les moyens et de travailler ensemble dans un monde où aujourd'hui on a quand même tendance à être un petit peu individuel. Une action très simple, hein, on n'a pas réinventé l'eau chaude quand on a produit cette action, c'est une action de recrutement qui a eu lieu la semaine dernière, tout simplement. C'est la 4e action, une journée de recrutement dans laquelle on a fait se rencontrer des salariés physiquement avec des entreprises physiquement. Combien ? À peu près un chiffre ? Alors on avait 35 entreprises pour à peu près 200 postes à pourvoir sur un territoire qui fait une 60aine d'hectares. Et à peu près 400 candidats sont venus nous rencontrer. D'accord, donc un job dating ? Un job dating tout simplement, d'accord. Mais un job dating physique. D'accord. Et voilà. Quelles entreprises étaient là ? C'est-à-dire périmètre uniquement agropole, plus large ? Non, ce qu'on a fait pour la 4e édition, ce n'était pas la première. On s'est dit, il y a un outil qui s'appelle Agropole sur un territoire. Autant faire profiter à tout le territoire qui est le département de Lot-et-Garonne, ou du moins un territoire plus large, et on a fait profiter à tout le monde et à toutes les entreprises agroalimentaires. Alors justement, c'est intéressant de savoir, Fabrice, en tant qu'industriel d'Agropole, est-ce que ça veut dire que c'est la fin du « je vais débaucher chez toi la ressource que je n'ai pas chez moi » ? Alors, bien sûr, déjà dès le départ, débaucher chez le petit copain les salariés, à la fin, forcément, c'est une équation qui est perdante, puisque au lieu de créer du désir et d'attirer des nouveaux collaborateurs, vous finissez par travailler uniquement avec les salariés qui existent sur l'agropole. Et donc, ça veut dire pas de nouveaux salariés, donc pas de croissance possible. Et je pense qu'aujourd'hui, où on dit qu'on parle de souveraineté alimentaire, il faut à un moment donné se doter et se donner les moyens d'attirer des nouveaux collaborateurs. Et toutes les initiatives de l'agropole le permettent effectivement de venir chercher et de mettre en exergue les bienfaits de travailler dans l'agroalimentaire, parce que c'est un beau métier, parce qu'on nourrit aussi la France. Hein. Encore une fois, je reprends le terme de souveraineté alimentaire. Ne soyons pas plus chauvins. Si on n'attire pas des salariés dans l'agroalimentaire, et ben demain on apportera toutes nos marchandises. C'est pas la volonté de ces gourmandes, et donc oui, on évite d'aller marcher sur les plates-bandes des petits copains. On va plutôt essayer de créer des vocations, parce que c'est comme ça que nos entreprises pourront continuer à grandir. Ok. Et Anastasia, donc l'ANIA qui a signé un partenariat avec l'APEC. APEC, nouveau partenaire de la manifestation Agropole Recrutement. Est-ce qu'on peut comprendre un petit peu mieux le sens de ce partenariat APEC-ANIA ? Oui, tout à fait. Donc l'ANIA a signé un partenariat début avril avec l'APEC.
de façon à couvrir toute la diversité des profils qui sont recrutés dans l'agroalimentaire, puisque on travaille bien entendu déjà avec Pôle emploi qui accompagne les demandeurs d'emploi au sens large. On travaille également dans le cadre du dispositif Un jeune, une solution pour les entreprises agroalimentaires s'engagent auprès des jeunes, donc pour l'emploi des jeunes. Et du coup, le partenariat avec l'APEC nous permet réellement d'avoir ce maillage complet sur tous ces profils. L'objectif, vraiment, c'est de donner de la visibilité sur ce qu'apporte ce partenariat, donner de la visibilité sur les services mis à disposition pour les entreprises, et puis aussi sur l'accompagnement des actions qui ont été menées, telles que celles dernièrement menées par Agropole Recrutement. D'accord, c'est une déclinaison territoriale d'un partenariat national. C'est l'objectif, c'est-à-dire qu'on a un partenariat national et ensuite qui permet de déclinaison au sein des régions, au sein des territoires, pour accompagner au mieux les entreprises, leurs initiatives, leurs projets de recrutement, ou encore la promotion de leurs actions, toujours dans un souci d'attractivité. Fabrice, est-ce que tu peux nous expliquer si tu abordes le recrutement d'un directeur marketing de la même façon qu'un opérateur de ligne ? Alors non, on n'a pas la nécessité d'avoir la même attractivité. Encore une fois, un directeur commercial ou un cadre dirigeant va travailler dans un contexte qui est clairement différent. Là, quand on cible un ouvrier de production, il faut amener une visibilité, une attractivité qui est différente. Donc non, bien sûr, on ne recrute pas un cadre commercial ou une responsable ADV comme on va recruter un conducteur de ligne ou un pilote de production. Donc c'est vraiment une approche différente. Alors, on recrute différemment les différents profils. Et comment on fait venir dans une ville moyenne ? Je pense qu'on n'est pas les seuls à se poser ce genre de questions. Agen, c'est 40 et quelques mille habitants au niveau de la ville, 100 000 à peu près au niveau de l'agglo. Coincé entre Bordeaux et Toulouse, deux métropoles, donc attiré et recruté sur une ville comme Agen. Comment ça se passe ? Parce que dernièrement, tu as recruté une responsable de l'administration des ventes qui venait de loin. Qui a traversé la France, qui a quitté sa montagne puisqu'elle habitait à Grenoble. Et en fait, encore une fois, on donne de la visibilité, on donne des perspectives. C'est un peu on va dire ce plus PME, de l'autonomie, de la responsabilité, et elle est venue aussi pour s'inscrire dans un projet, dans une histoire. Elle n'est pas venue pour chercher une rémunération, hein, c'était pas l'attrait premier, c'était vraiment pouvoir appréhender l'entreprise, s'attacher à l'entreprise, et le projet lui a plu, et c'est ça qui l'a attirée et qui a fait qu'elle a traversé la France pour nous. Donc, il faut vendre une histoire, une marque employeur ? On vend une marque employeur, on vend un projet auquel on s'associe. Et ça, je pense que c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'appartenance des salariés. Et les salariés, au-delà du travail, doivent sentir qu'il y a un projet global derrière. Ça peut s'appeler marque employeur, ça peut s'appeler ce qu'on veut. Ce qu'il faut vraiment, c'est que le salarié s'approprie et s'approprie l'entreprise et les objectifs de l'entreprise. Et c'est ça que nous, entrepreneurs, on doit mettre en avant, parce que, encore une fois, on passe un tiers de sa vie au travail, donc le travail doit avoir du sens et pas uniquement produire, on doit s'y retrouver aussi. D'accord, et pour être attractif, l'action fédératrice d'Agropole est importante aussi. Sylvain ? Elle est extrêmement importante parce qu'en fait, on ne fait rien tout seul. Agropole, de toute façon, tout seul ne sait rien faire, hein. C'est grâce aux entreprises qui mettent des actions en œuvre que ça fonctionne. Et justement, l'intérêt de tout ça, c'est de faire en sorte qu'il y ait des collectifs qui se créent pour des actions ponctuelles, que ce soit dans le recrutement ou d'autres actions d'ailleurs. Et ça qui va faire la différence. Chacun dans son coin, on peut réussir à faire des choses, mais à plusieurs, c'est encore plus facile. Certains l'ont dit avant nous d'ailleurs, hein. Et ça crée de la visibilité ? Et ça crée une forte visibilité parce que, comme a dit Fabrice, tout l'intérêt étant d'attirer aussi des cadres qui jamais ne viendraient sur des territoires comme les nôtres, qui sont un peu plus ruraux que certains autres territoires, notamment les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Et plus on sera amené à travailler à plusieurs et s'associer ensemble sur différents sujets, quand on aligne des marques, c'est plus facile aussi d'être fort et de montrer aux jeunes et aux moins jeunes qu'on a derrière un projet. Et que potentiellement, il y a aussi un potentiel sur le territoire, qui n'est pas que sur une entreprise, mais sur plusieurs. Ça, c'est super important.
Donc on parle des jeunes, on parle de l'action collective de différents industriels. C'est intéressant de passer au deuxième point qui est la création de ce BTS maintenance. Comme Agropole recrutement, objectif, créer de la ressource, donc manquent les industriels. Donc ce BTS maintenance, sa particularité, c'est qu'il a été créé, ou à l'initiative du moins d'industriels présents sur Agropole. Est-ce que, Vincent, tu veux nous en parler ? En effet, oui. Il y a un an, on constatait au terme d'une campagne de recrutement d'apprentis qu'on était en difficulté face à le recrutement de techniciens de maintenance sur le Lot-et-Garonne et particulièrement sur la Genée. Donc on a fait ce constat. On n'avait pas d'offre de formation sur le territoire. Les jeunes qui pouvaient venir devaient faire à peu près 150 km pour aller se former. Et donc avec l'Agropole, sous l'initiative de Sylvain et de l'équipe, on a réuni des industriels, des responsables de maintenance de ces entreprises pour partager, voir quels pouvaient être les formations, les dispositifs qu'on pouvait leur proposer. Donc on a fait différents scénarios et on s'est entendu sur un référentiel de formation qui était le BTS maintenance. On est sur une fonction qui est vraiment stratégique dans les entreprises agroalimentaires et les entreprises industrielles de manière générale, mais particulièrement criant sur ce bassin d'emploi. Donc à partir de là, on a travaillé avec ce collectif, commencé à construire le projet, apporter peut-être des spécificités agroalimentaires par des modules spécifiques qui se mettront en place. Et puis, il fallait surtout, après, pouvoir décliner cette logistique et cette organisation de la formation sur le territoire, ce qui sera fait à la rentrée prochaine, puisque tout est parti. Alors justement, tu parles d'une ouverture de ce BTS en septembre 2021. Septembre, ça laisse, si on compte, ça fait un délai très très court entre l'idée émergente des industriels et la réalisation et l'ouverture de ce BTS. Quand on connaît les intervenants dans la création d'un BTS, c'est quand même une performance. Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ? Il faut trouver. Alors, les IFRIA ont une particularité, c'est d'être ce qu'on appelle un CFA sans mur. Donc, on est un CFA, mais on s'installe chez les autres. Voilà, on n'est pas des parasites, on est plutôt dans la collaboration. Et l'idée, voilà, c'était de trouver un partenaire sur le secteur, et en l'occurrence un lycée professionnel. Et puis la plateforme Agrotech, qui est une plateforme qui est accueillie par Agropole, et pour nous permettre d'avoir des moyens à la fois pédagogiques, des outils tels que ceux de l'Agrotech, et puis des moyens humains pour pouvoir mettre en place ces formations. En plus, on avait nos propres formateurs qui pouvaient apporter la spécificité agro, et tout ça en quelques mois avec l'éducation nationale qui a fait un travail en interne très dynamique et qui nous a permis de monter ce projet très rapidement. Et aujourd'hui, on est en phase de recrutement, donc une grosse action sur le terrain pour essayer de capter des candidats, parce que l'enjeu, il est là. On peut avoir la plus belle des formations, mais si on n'a pas de candidats à mettre en face, ça ne marche pas. Donc là, on implique tout le monde, les entreprises, l'Agropole, le Pôle emploi, toutes les structures locales. Alors justement, j'aimerais bien que Sylvain, tu nous expliques quel est l'intérêt justement d'installer cette formation de BTS dans le lycée de Foulaïron, qui est un lycée pro. Alors, on parlait tout à l'heure de recrutement, attirer les candidats dans un territoire un peu plus rural dans lequel il y a moins de formation, c'est toujours difficile. Donc il faut à un moment donné trouver d'autres astuces, et l'idée étant de se créer un vivier soi-même, quelque part, pour le territoire et par le territoire. Et pour revenir à la problématique du sourcing, qui est la principale problématique de ce projet, quand on a passé tous les éléments politiques, économiques, institutionnels, qui nous fait passer un petit peu de temps aussi, mine de rien, mais une fois que ça c'est élagué, il faut chercher les candidats. Et pour chercher les candidats, vous avez deux solutions. Vous appelez Pôle emploi, ou alors vous faites de la campagne d'affichage. Nous, on a trouvé une troisième. On s'est dit, on va directement aller voir les jeunes dans les lycées et on va créer cette formation dans un lycée qui propose déjà une formation initiale de ce niveau-là, de façon à responsabiliser aussi les professeurs de l'éducation nationale, à promouvoir cette formation, qui est non pas de l'initiale, mais qui est de l'alternance. Mais au moins, cette promotion sera faite localement. Et si vous avez 5 jeunes, c'est déjà la moitié de la promo qui est fournie. Donc je crois que c'est ça, c'est surtout le partenariat avec l'éducation nationale qui doit être très forte. Et souvent, on décrit l'éducation nationale, on se dit, de toute façon, dans 10 ans, on mettra en place des choses. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il faut arrêter d'écrire, il faut arrêter de critiquer, il faut faire avec.
Et les professeurs de ce lycée sont les promoteurs de cette formation BTS. Ce sont les premiers responsabilisés, puisque leur intérêt étant d'orienter les jeunes vers la bonne formation. Voilà. Et Cité Gourmande, Fabrice, est partie prenante de ce BTS. Est-ce que tu as recruté ton alternant ? Alors oui, on est partie prenante. On a participé à la construction. On est en finalisation. On a 2 candidats aujourd'hui. Donc on continuera d'avancer, mais on est très confiants. Sylvain, est-ce que tu peux nous repréciser les entreprises qui ont été à l'initiative de la création de ce BTS ? Oui, alors déjà Cité Gourmande, avec Fabrice. Cité Gourmande, Lucien Georgelin, fabricant de confiture sur le Lot-et-Garonne, et deuxième marque française de confiture. Le groupe Gozoki avec 2 entités, Maison Brio et VG Croc, Maison Taillefer qui fabrique du café, et puis la société Boncolac, et puis j'oubliais une 7e, ils sont derrière, j'essaie de me les prendre par cœur, Yuji, petite start-up très dynamique de l'agroalimentaire à Capital Danone. Voilà. Très bien. Donc, on a parlé de la journée recrutement, Agropole recrutement, on vient de parler du BTS, mais tout ça va dans le même sens, c'est l'attractivité à développer du secteur de l'agroalimentaire. Donc là, je me tourne naturellement vers Anastasia. Donc l'ANIA, qu'est-ce qu'elle fait pour cette attractivité ? Alors l'ANIA a lancé l'opération Découvrez ce que vous mangez. Oui. Une première édition qui s'est tenue en 2019 et qui a permis en fait aux entreprises d'ouvrir les portes de leur site industriel. Du coup, il y a 120 entreprises qui ont été volontaires pour ouvrir leurs portes. Et il s'agit de cibler le grand public, également les demandeurs d'emploi. Et là, je rejoins également Sylvain. L'idée aussi, c'est de toucher les jeunes dans les établissements scolaires et puis aussi, bien évidemment, les parents d'élèves, puisque eux vont les accompagner vers les formations pour ensuite leur faire découvrir les métiers de l'agroalimentaire. Donc c'est aussi une cible qui est importante. Donc 2019, c'était 120 entreprises qui ont ouvert leurs portes. 2020, malheureusement, comme vous le savez, la crise sanitaire nous a empêchés de réitérer l'opération. Néanmoins, une plateforme a été ouverte sur un site internet pour continuer à poster des vidéos métiers, des témoignages de professionnels de l'agroalimentaire pour faire vivre cet événement. Et puis 2021, nous souhaitons renouveler l'opération pour laquelle les communications seront données incessamment sous peu. L'objectif, c'est de donner à voir en fait toute la richesse des métiers et des savoir-faire de l'agroalimentaire. Et bien évidemment, en fait, donner du sens, c'est concrètement montrer comment est-ce qu'on fabrique les produits alimentaires qui font partie de votre consommation au quotidien. Ça serait intéressant de savoir, en tant que technopole, qu'est-ce que la technopole peut faire au niveau de l'attractivité agro ? Sylvain ? Plein de choses. Essayons surtout d'innover dans la communication, parce que on peut communiquer de façon assez classique, on le fait tous, et l'idée étant de se démarquer. Quelques exemples qu'on a utilisés nous récemment, c'est de se dire comment on peut se démarquer dans d'autres milieux qu'est l'agroalimentaire. Et quand on parle quand on fait parler des tiers qui ne sont pas dans l'agroalimentaire, pour l'agroalimentaire, c'est là que ça devient intéressant. On a réfléchi à amener en fait, au travers de la fête de la science, typiquement, qui est un exemple, se dire finalement dans l'agroalimentaire, c'est pas que de la grande cuisine. Alors c'est vrai, ce quotidien, c'est de la cuisine. C'est comme à la maison, c'est un peu plus gros, mais c'est aussi pas mal de physique, de chimie, de science. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est associé avec l'événement Fête de la Science, et on le fera cette année en 2021, parce qu'année dernière, on a dû annuler l'opération. C'est de se dire, parlons scientifique dans l'agroalimentaire, attirons des talents, attirons des chercheurs, attirons des jeunes qui font aujourd'hui des maths, de la physique, de la chimie dans ces métiers-là, parce qu'on fait tous les jours de la science dans l'agroalimentaire. Ce n'est pas que de la cuisine. Et cette préparation de la fête de la science nous a permis de rentrer en contact avec une plateforme assez singulière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? On va passer une vidéo juste après. Ouais. Alors, parfois, il faut un peu décaler, sans tomber dans l'idiotie, entre guillemets, mais il faut un peu décaler pour attirer des gens qui jamais seraient venus dans l'agroalimentaire, parce que c'est ringard, parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait froid, parce qu'il faut s'habiller, parce que je vous passe les détails. Ouais, ok, quand on dit ça, c'est bon, on va arrêter. Et on va essayer d'utiliser des moyens sympas, sans tomber dans le jeunisme non plus, il ne faut pas exagérer, qui vont permettre d'expliquer les métiers et les faire expliquer par les gens qui travaillent dans l'agro. Je crois qu'on a un exemple, c'est ça ? Oui, on a la vidéo numéro 1 pour illustrer cet exemple. Marre de la routine ? Je vais te parler d'un métier où tu n'as pas le temps de t'ennuyer.
Entre les commandes clients, les innovations de produits et les journées de fabrication, chez Yoji, le responsable de production doit orchestrer tout ça. Le but, c'est d'avoir la meilleure performance, un max de rendement avec le minimum de pertes matière possible, tout en gardant une bonne ambiance dans l'équipe et en s'adaptant au mieux aux aléas. Et oui, une panne de machine est vite arrivée. Entraide et opportunités s'offrent à toi sur l'Agropole à Agen, alors rejoins-nous. Voilà, donc ça c'est une petite vidéo format 30 secondes. Format TikTok pour pouvoir passer sur des réseaux qui se lancent dans le recrutement justement, mais posté sur une plateforme de vulgarisation scientifique. Tu peux nous expliquer, Curieux ? Oui, une plateforme qui a été une émanation de la région Nouvelle-Aquitaine au travers d'un organisme qui s'appelle CapScience, et la plateforme s'appelle Curieux. Curieux parce qu'en fait on a envie de découvrir la science d'une autre façon, et pour la découvrir, c'est bien de vulgariser. Et comme on s'est dit que l'agroalimentaire c'était aussi de la science, on s'est dit vulgarisons l'agroalimentaire pour tous les publics qui, naturellement, ne viendraient pas vers nous. Voilà, donc je vous invite à aller voir sur les différents sites web Curieux. Je crois qu'il y a à peu près 300 000 followers sur TikTok, sur Curieux Nouvelle-Aquitaine. C'est une plateforme qui est amenée à se développer un peu partout en France au travers d'initiatives comme celle-là. Voilà, tout à l'heure, il y a un petit témoignage d'un alternant justement qui parle des conditions de travail dans l'agro, et vous verrez, c'est plutôt positif. Vincent, au niveau d'un centre de formation, comment on gère l'attractivité, la découverte des métiers de l'agro ? C'est notre quotidien, parce que si on veut avoir des apprentis à la rentrée prochaine, si on veut avoir des stagiaires sur des formations de demandeurs d'emploi, il faut aller sur le terrain. Donc il y a les réseaux, mais il y a aussi la présence terrain. On est sur une grande région, 12 départements. Donc aujourd'hui, nous on passe à peu près 200 jours équivalents temps plein sur de l'animation, où on va réunir des jeunes d'un collège, d'un lycée, d'une structure mission locale, ou même des groupes de demandeurs d'emploi, de Pôle emploi, pour leur faire découvrir. Donc là, on s'appuie sur le réseau des entreprises partenaires, on s'appuie sur des outils comme le Agrotech qui peuvent ouvrir les portes pour montrer l'environnement. Et puis il faut faire du réseau, il faut travailler avec les missions locales, toutes les structures qui sont en contact et à qui on peut montrer un petit peu quelles sont la diversité des métiers, parce qu'on n'imagine pas que derrière cette bouteille d'eau, on ait 25 métiers différents. Et ça, c'est notre enjeu. Alors justement, ça serait intéressant de t'entendre, Fabrice, sur la fierté de la marque et comment, justement, par exemple, tes enfants vivent le fait. Il y en a que je ne connais pas ou... Alors ton fils. Merci. J'en ai combien? 2, 3, 4 Non, mais le fait de pouvoir trouver dans les bacs de supermarché le produit qui sort de l'usine Cité Gourmande, c'est quand même une fierté pour lui, non? Forcément, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Hein, je pense que le sentiment d'appartenance, alors c'est là où c'est important, c'est que le sentiment d'appartenance du salarié, il ne se fait pas que chez lui. C'est aussi le sentiment de partage et de fierté de ce qu'on produit. Et moi, effectivement, personnellement, alors j'en ai qu'un, on est d'accord. Donc mon fils, effectivement, moi j'ai une grande fierté, c'est quand on mange et qu'il dit, moi je veux manger du pomme bistrot. J'ai l'impression de me trouver chez les amis qui disent moi je bois du Coca et pas du Pepsi, donc ça fait plaisir et ça donne un sentiment de fierté à ce qu'on produit qui est vraiment extraordinaire parce que on s'associe au produit de l'entreprise, on s'associe à la réussite de l'entreprise, et pour moi ça c'est une valeur essentielle qui donne de la visibilité encore une fois aux salariés, qui donne une prospective, une perspective et qui rend fier. Je vais réitérer mon mot sur la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est une agriculture, c'est une transformation, c'est des salariés. Mais pour que tout soit en commun, il faut qu'on soit fier de ce qu'on produit et qu'on soit fier de ce qu'on vend. Et pour être fier de ce qu'on vend, il faut qu'on s'associe à un projet d'entreprise, à une marque, à quelque chose qui nous tienne à cœur. Et effectivement, c'est quelque chose de plaisant d'avoir un fils qui dit mais je veux manger du pomme bistrot et pas une autre marque qui commence par M par exemple. Voilà, donc c'est assez plaisant. On parle de perspectives, c'est intéressant de continuer par les perspectives des métiers qu'on sera amené à connaître dans la profession agro, dans l'industrie agro. Anastasia, au niveau de l'ANIA, est-ce qu'il y a des profils, une évolution, une tendance que l'on peut dégager des métiers qui seront proposés dans l'industrie agroalimentaire dans les prochaines années?
Avant tout nouveau métier, il y a surtout les industries agroalimentaires qui font face aux transitions numériques, technologiques, mais aussi environnementales. Et forcément, elles ont des impacts sur les métiers d'aujourd'hui et de demain. On peut déjà parler de l'automatisation des process de fabrication qui engendrent forcément des besoins de plus en plus forts, notamment en maintenance industrielle, donc technicien, électromécanicien, responsable maintenance, et puis, mais aussi en production au niveau des opérateurs, notamment, qui demandent des salariés de plus en plus qualifiés. Donc il y a déjà cette montée en puissance, cette transformation et ce besoin en compétences de plus en plus fort. Il y a également du coup, les métiers en lien avec l'environnement, forcément, qui existent et qui émergent de plus en plus. Et puis enfin, ce qui est surtout souligné, c'est avec ces évolutions, c'est être en capacité de plus en plus de faire preuve d'adaptabilité et d'élargir ses compétences. D'être polycompétent, agile forcément. Et c'est d'autant plus vrai dans des structures comme des TPE-PME, où en fait, de plus en plus, les salariés deviennent des interfaces au sein de l'organisation de l'entreprise. Et donc, il y a une nécessité à vraiment comprendre tous les rouages et du coup, à être une des clés du fonctionnement de l'entreprise. Alors, donc, dans ces nouveaux métiers, est-ce que l'IFRIA a anticipé, est prêt ? Alors, notre première vocation est de répondre aux besoins du court terme. Donc ça, c'est les 310 jeunes qu'on forme tous les ans. Mais en effet, on a vocation aussi à apprendre et intégrer toutes ces évolutions. Alors qu'on peut intégrer soit dans des programmes de formation et on va rajouter sur la RSE, par exemple. Aujourd'hui, c'est l'éco-conception, c'est des choses qu'on va intégrer sur des parcours de formation ou aussi se mettre sur des métiers. On va ouvrir en septembre prochain une formation d'ingénieur plutôt tournée sur la technologie. Donc, c'est tous les équipements qu'on voit là et la maîtrise de ces équipements. Donc, ça, c'est une nouvelle formation parce qu'aujourd'hui, on a ressenti le besoin dans notre industrie d'avoir des personnes formées sur ce niveau-là. Donc, en effet, on est en veille, mais aussi on veille à demain aussi, puisque dès demain, il faut aussi former remplacer les collaborateurs actuels. L'accompagnement des carrières, c'est important aussi, Fabrice, que tu accueilles pas mal d'alternants. Pour combien de temps ? Quel est leur parcours ? Quelle perspective tu leur donnes ? Alors oui, on a une vraie culture d'alternance sur Cité Gourmande. Cette année, on est à 15 alternants répartis sur toute l'entreprise avec des parcours plus ou moins longs. Le plus long, c'est les alternants sur le commerce, puisque notre force de vente est majoritairement fournie d'alternants. Et là, on embauche des jeunes sur de la licence 3, avec une projection M1, M2, donc Bac plus 5. L'objectif étant de vraiment les faire monter en puissance, leur faire découvrir le monde de l'agroalimentaire, la négo, le monde du commerce, et à terme de pouvoir leur proposer effectivement des titularisations. On a commencé cette aventure-là il y a 7 ans maintenant. Et je pense que l'exemple le plus marquant chez moi, c'est un de mes comptes clés. Aujourd'hui, j'ai 2 comptes clés. J'ai un compte clé qui a démarré chez moi en L3, qui a fait 3 ans, L3, M1, M2, que j'ai embauché en CDI comme chef de secteur. Et puis, on va dire l'agilité d'une PME, un départ qui s'est fait plus rapidement que prévu. Il est monté en puissance d'un coup et là aujourd'hui, il est compte clé national. Il gère 15 millions d'euros. Il a, à mon grand désarroi, 24 ans, donc 20 ans de moins. Mais c'est extraordinaire parce que, encore une fois, sentiment d'appartenance, on va dire, non valorisable. Il est arrivé dans l'entreprise lui a donné son premier poste, lui a ouvert une capacité qu'un grand groupe ne pourrait pas donner parce que vous avez des étapes et si vous ne passez pas à l'étape 1, vous ne passez pas à l'étape 2 et si vous n'avez pas fait ça, vous ne faites pas ça. Voilà, moi à 24 ans, je n'étais pas patron de 15 millions d'euros de business et ça, c'est aussi la force d'une PME. L'opportunité qu'on peut avoir dans une PME ne sera jamais comparable à un grand groupe. C'est la force d'une PME, c'est la force aussi de l'alternance. Et j'aimerais bien qu'on passe la deuxième vidéo. C'est le témoignage d'un alternant qui intègre le BTS maintenance dont on vient de parler et qui le fait chez Yogi. On peut passer la vidéo, s'il vous plaît.
Donc, je m'appelle Aurélien Loens, j'ai 21 ans. Je vais commencer en septembre à la rentrée le BTS maintenance en alternance avec l'IFRIA. Et là, donc, je commence en juillet l'alternance chez Yoji. Oui, on peut penser qu'avec le froid ou l'humidité, ça peut être des points négatifs, mais pour moi, personnellement, ça ne me dérange pas. C'est un secteur dynamique en ce moment et c'est bien parce que ça permet de trouver du travail tout le temps et voilà. Donc j'ai d'abord envoyé un dossier à l'IFRIA et une fois que ma candidature a été acceptée, j'ai envoyé des CV à plusieurs entreprises sur l'agropole et donc j'ai eu plusieurs réponses positives et j'ai fait le choix de Yoji. La gamme de produits sur laquelle il travaille me semble intéressante. Cette société a l'air de se développer rapidement et ça va être intéressant à l'avenir. Je compte du coup démarrer avec le BTS et une fois que je l'aurai, être technicien de maintenance, puis évoluer, devenir responsable maintenance. Et voilà. Voilà, donc vous voyez ce témoignage, l'agro, oui, ça séduit. Et peut-être pour conclure au moins cet échange ici avant d'échanger avec vous, Sylvain, un petit mot de conclusion? Oui, je crois qu'il y a plein de choses à dire. Le principal, c'est d'avoir envie de faire des choses à plusieurs, c'est mieux, on l'a dit tout à l'heure. Il y a de belles histoires en agroalimentaire, il y en aura d'autres. On a la chance d'être dans un secteur porteur, qui sera encore porteur, on a tous besoin de manger, ça d'autres l'ont dit avant nous aussi, mais c'est très positif ce qui se passe. Contrairement à d'autres secteurs où ça va être un peu plus compliqué en ce moment. Profitons aussi de ce contexte pour attirer, pour raconter ces belles expériences que vivent les entreprises aujourd'hui. Ces capacités d'évolution dans les PME, effectivement, on n'a pas ça dans les grands groupes. Hein. Alors Airbus, c'est très bien, j'ai pas de souci avec Airbus, mais voilà, il y a des carrières sympas. Positivons autour de l'agroalimentaire plutôt que de passer notre temps médiatiquement à décrier les crises. Il y en a des crises, il faut être vigilant. Mais montrons les belles histoires pour donner envie de faire dans ce pays de l'agroalimentaire le secteur le plus attractif, mais encore plus attractif qu'hier. Et je pense qu'on a encore des choses à faire. Moi, je remercie le CEFIA de nous avoir donné l'opportunité d'échanger parce qu'en fait, tout simplement, c'est en échangeant à plusieurs, en partageant les expériences devant vous et avec vous, c'est ça qui fera demain la différence. Restons pas dans notre coin et bougeons-nous. Voilà. Collectif, peut-être le maître mot de ces Exactement. actions-là. Ok. Merci à tous. Si vous avez des questions. Les questions, voilà. C'est le moment, la dernière ligne droite. Nous sommes en direct sur mycefia.com. Et si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je vois des mains qui restent timides pour cette dernière ligne droite. Une main qui se lève. Oui, bonjour. Plus à l'attention du responsable de l'IFRIA. Quelles sont les prochaines sessions de formation que vous envisagez de faire après la maintenance? Aujourd'hui, on est présent sur les métiers de la production, la logistique, du commerce, de la qualité, production du niveau opérateur au niveau ingénieur. Donc on va dire qu'on a une carte de formation à l'échelle de notre territoire qui est plutôt bien pourvue. Ce que l'on recherche, je vous disais, la région, c'est 12 départements. Donc on part de Bayonne, on va à Guéret, il y a 600 km. Donc il y a des problématiques sur l'accès à la formation sur les territoires. Donc parfois, on est plutôt dans la démultiplication d'une offre de formation au nord de l'Aquitaine ou au sud de l'Aquitaine pour satisfaire à des besoins de proximité. Un jeune qui est en bac ou en BTS, son périmètre de mobilité, il est départemental au grand maximum. Plus on monte, plus les jeunes vont bouger. Donc, on a 2 projets pour cette rentrée, c'est déjà bien. On a d'autres réflexions. On parlait de la RSE de manière générale, tous aussi les sujets qui pourraient faire l'objet d'une formation plus tard. Mais dans les cartons, pour l'instant, je suis plutôt dans une logique d'avoir une bonne présence territoriale plutôt que d'ouvrir de nouvelles formations. J'espère qu'on a bien répondu à votre question. Autre question? On a un public très sage ce milieu d'après-midi. Une première et une deuxième.
Je reviens vous voir dans un instant. Est-ce qu'il y a certaines filières agroalimentaires qui sont davantage touchées par la pénurie de main-d'œuvre? Alors, au regard de mon expérience, aujourd'hui, les difficultés peuvent être plutôt sur les métiers de la transformation de la viande. C'est-à-dire que volaille, bœuf, porc, dès qu'on met en place des actions sur les territoires pour recruter pour une entreprise par la voie de l'alternance ou d'autres modalités, c'est sur ces métiers-là où on est le plus en difficulté. Alors on est en difficulté, mais on arrive à conduire des opérations. À titre d'exemple, on travaille avec le groupe Bigard depuis 2009. On a un site à Égletons en Corrèze et tous les ans, on a un groupe de 10 à 12 personnes qui se forment au métier de la première, deuxième et troisième transformation. En 10 ans, on a formé 140 personnes. Voilà. Et c'est un site qui fait aujourd'hui 250 salariés. Et quand on traverse les lignes de production, on retrouve des jeunes. Ils ne sont pas tous restés. On est à peu près à 70% de jeunes qui restent sur ces postes, sur ces entreprises-là, ce qui est très bien. Alors pourquoi ils restent? Parce qu'il y a ce que disait Fabrice tout à l'heure, de l'accompagnement, de l'attention. On les intègre, on les forme, on les fait évoluer. Et aujourd'hui, nous, on a des jeunes qui sont rentrés dans ce dispositif qui est né en Bretagne. Nos collègues de l'IFRIA Ouest en sont à l'origine. C'est des jeunes aujourd'hui qui peuvent être en responsabilité. Donc on a donné des perspectives à des jeunes qui étaient arrivés maçons, coiffeurs ou boulangers, ce qui est un très beau métier. Mais à Égletons, il n'y a peut-être pas de la place pour tout le monde. Et là, il y avait cette opportunité. Mais c'est... voilà. Et quand on met une action de ce type-là et on a Bigard derrière, bon, il y a une marque, voilà, et c'est plus facile que quand on est dans un abattoir de volaille en Dordogne et on est un peu moins connu. Bonjour, Marie Kieffer pour l'ABEA, qui est l'ARIA Bretagne. Donc on travaille avec l'IFRIA Ouest. J'ai aussi les Hauts-de-France, voilà, Agrosphère à côté, et simplement c'est plus un échange de dire voilà, la partie maintenance. Voilà, vous parlez de la maintenance, c'est un métier en tension, alors chez nous, chez vous, dans toutes les régions. Et je crois à la force du collectif et justement de pouvoir travailler sur les différentes régions, sur des fonctions comme ça, avec les problématiques de recrutement et de formation et d'orientation aussi. Des jeunes, vous en avez parlé, de pouvoir sourcer en fait les jeunes. C'est pas le tout de monter une formation s'il n'y a personne dedans, c'est vraiment une grosse problématique. De pouvoir allier nos forces dans ce cadre-là, parce que voilà, on a un problème aujourd'hui, on aura un problème demain pour pouvoir faire tourner nos usines. Voilà. Et on n'est pas tout seul, parce qu'il y a d'autres industries qui recrutent des techniciens. Oui. Et là, on est en concurrence frontale. Et c'est vrai qu'il faut jouer collectif. Merci pour ces précisions. Les dernières questions avant de terminer cette conférence. Et je reviens. On veut faire du sport cet après-midi. Fanny Desrousseaux pour Agrosphère, on est l'ARIA Hauts-de-France. On parlait tout à l'heure d'attirer des nouveaux talents dans nos filières. On a parlé de sensibiliser les jeunes. Et pour nous, on a fait le constat aussi qu'il y avait un gros manque d'informations auprès des prescripteurs, aussi bien de l'emploi que de l'orientation. Et donc, il faut mener un travail de sensibilisation des conseillers Pôle emploi et autres prescripteurs de l'emploi qui ne connaissent pas du tout nos métiers. Et il faut, au travers des visites d'entreprises comme Découvrez ce que vous mangez, la semaine de l'industrie, les encourager à visiter des entreprises pour casser tous ces a priori qu'on a. Et également les enseignants qui ont la compétence de l'orientation des jeunes et qui ne connaissent pas du tout les métiers de l'industrie. Et c'est très important de pouvoir rentrer dans les entreprises. Et il y a des initiatives, notamment avec le rectorat, qui aujourd'hui propose des formations pour les enseignants et même des stages d'immersion d'une journée en entreprise. Et nous, on a eu des échos de la part de nos adhérents qui avaient passé un très bon moment avec les enseignants. Et c'est assez important. Donc la communication, les visites. Là, avec le collectif des ARIA, on est en train de monter une web-série qui s'appelle « Je viens bosser dans l'agroalimentaire ». Donc ils seront des
des épisodes courts de 2-3 minutes et où on va découvrir une multitude de métiers. Donc c'est comme un tour de France de l'agroalimentaire et ceux qui veulent nous rejoindre dans ce projet sont les bienvenus. Et avec nos collègues ARIA, il y a une trentaine de vidéos qui vont être réalisées et on vous encouragera vivement à les relayer sur vos différentes plateformes, réseaux sociaux, etc. Parce que plus on est unis et collectifs, et c'est vraiment le maître mot de cette conférence, et plus on va pouvoir réseauter, buzzer et faire connaître nos métiers et toute cette technologie qu'il y a derrière et les perspectives de carrière qu'on offre aux jeunes. Merci. C'était très bien. Voilà. Dernière question. On a tout dit. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à recruter. Merci à tous. Merci aux experts. Merci donc à Marie Serre pour avoir animé cette table ronde. Merci beaucoup. Je vais enlever mon masque pour terminer. Nous étions donc aussi également en direct sur mycefia.com. Comment répondre efficacement aux enjeux posés par le recrutement en agroalimentaire, que vous soyez en direct ou en différé. On vous retrouve dans quelques instants pour une autre conférence, ici même, sur ce CEFIA 2021, en direct et en public. Ça mérite quelques applaudissements quand même, s'il vous plaît. Et on se retrouve dans quelques instants pour une autre conférence. À tout de suite.